Je laisse maintenant la parole à Morgan Klein de Drag and Drop pour nous parler de son passage de game dev à app dev. C'est à toi. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être là. Je voulais vous parler aujourd'hui comment j'ai un peu changé de métier vis-à-vis de Firebase et d'autres solutions de back-end parce que en fait on a toute une histoire sur le fait que Unity, on dit au départ que c'est un moteur de jeux vidéo et ça fait bien longtemps, si vous allez sur le site d'Unity, que c'est pas écrit que c'est un moteur de jeux vidéo, c'est juste écrit que c'est un moteur 3D et qu'on peut faire plein de choses avec et pas juste du jeu vidéo. Alors pour commencer, je vais dire que ce talk, il est plutôt fait pour les game devs. Il est plutôt fait pour les gens qui ont l'habitude de faire des jeux vidéo, mais qui n'ont pas l'habitude de faire de l'applicatif. Et du coup, c'est pas fait pour vraiment pour ceux qui connaissent déjà tous les termes qui sont écrits ici, même si ça vous intéressera quand même sûrement. Mais du coup, c'est surtout pour ceux qui connaissent pas tout ça, parce que je voudrais parler de tout ça. Qui je suis? Alors moi je suis Morgan, je suis Unity Certified Instructor. Ça c'est moi en haut à droite dans le milieu des années 90, donc je vous laisse deviner mon âge. Et puis j'ai travaillé sur des jeux vidéo comme Siberia 3. J'ai gagné le Unity Award en 2014 pour le meilleur jeu étudiant fait avec Unity pour un jeu en réalité virtuelle. Déjà en 2014, donc j'ai commencé assez tôt avec l'Oculus Rift DK1 que j'avais acheté avec des collègues à l'école. Et du coup, on a fait un jeu vidéo qui s'appelle The Rift Eurydice et qui a gagné le Unity Award. Donc c'était la même année que Hearthstone, que Monument Valley, que Shader Forge aussi à cette époque. C'était super cool. J'ai monté ma boîte Six Freedom Studio il y a 6 ans, qui est une société de technologie immersive que j'ai montée avec mon associé Olivier. On était à deux et on est monté jusqu'à 15, une quinzaine de personnes. Donc vraiment, j'ai recruté tout le monde, j'étais vraiment CTO là-dedans, donc j'ai fait toute la tech. Et depuis, comme ma boîte fonctionne bien, que j'ai recruté des gens et que maintenant j'ai plus besoin de coder parce que les gens ils codent à ma place parce que j'ai recruté des gens super forts, je suis parti faire du développement, enfin faire du prof sur tout ce qui est Unity ici depuis septembre dernier. Et puis j'ai monté une chaîne YouTube, Insta, TikTok qui s'appelle Drag and Drop. Voilà, du coup je parle de Unity, etc. Donc allez voir, c'est super intéressant. Voilà, donc quand je demande à mes étudiants c'est quoi Unity, ils me disent bah c'est un logiciel pour faire des jeux vidéo, voilà. Alors qu'en fait, quand on va au tape c'est quoi Unity sur Google, ce que je demande à Google, moi je demande plus à ChatGPT encore, hein, je suis encore trop frileuse. Du coup, on voit qu'en fait c'est une plateforme de développement en temps réel. C'est pas forcément pour le jeu vidéo. Et quand on va sur le site d'Unity, on voit qu'ils disent que c'est une plateforme de développement en temps réel, 3D, 2D, VR, AR Engine. Et on voit que c'est pour une vingtaine de plateformes, mais surtout ils disent running Unity Creations et pas Unity Games. Vraiment, ils ont un vocabulaire qui montre bien que c'est pas fait que pour le jeu vidéo. Et même tout à droite, on voit qu'ils disent, ils se vantent de faire 3,6 milliards de téléchargements par mois de applications faites avec Unity et pas jeux faits avec Unity. Alors que en vrai, les 3,6 milliards là, en fait, il y a 3 milliards de Monopoly Go, mais on sait que c'est du jeu vidéo, mais du coup, il y a quand même pas trop ce mot sur leur site, et parce que Unity permet de faire bien d'autres choses. Voici des exemples non gaming créés avec Unity. Donc des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé et que certaines personnes ici dans la salle connaissent très bien. Un petit big up à Alex là pour The Good Speak. Donc à gauche d'un seul geste, c'est un logiciel fait par des Français. C'est un ancien commandant des pompiers de Paris qui s'est associé à quelqu'un de la tech pour dire bah en fait je voudrais faire un logiciel pour apprendre à la formation des premiers secours puisqu'en France on est assez nul en ça et du coup il se passe que on a souvent des problématiques de gens qui vont pas très bien quand ils font des malaises alors qu'on peut facilement les soigner. Et du coup, il a voulu monter une société où on fait de la VR pour apprendre ces gestes. Logiciel sur lequel j'ai pu bosser avec Six Freedom. The Good Speak ici, c'est un logiciel de prise de parole, d'apprentissage de prise de parole en public, en multijoueur, en VR. Donc on a plusieurs casques Oculus qui sont reliés entre eux en multijoueur, avec du netcode, avec du hand tracking, avec voilà tout ça fait en Unity, en XR, XR Interaction Toolkit, tout ça.
Donc moi j'ai bossé sur la V1 et Alex dans le public ici qui va faire la conférence après moi bosse sur la V2. Donc comme quoi l'écosystème français se balade vraiment entre tous les créateurs et les créatrices de XR en France. Et à droite, Datopia, c'est une application de rencontre. Donc c'est un Tinder-like, mais dans lequel on va on va voir les avatars des autres plutôt que leurs photos de profil, et dans lequel on va directement jouer. C'est une application qui se veut comme étant la première application de dating. Dating dans le sens où on fait son date dans l'application, puisqu'on va d'abord créer une espèce de room connecté avec du WebRTC, dans le sens où on va discuter, voir la vidéo de l'autre et faire des mini-jeux. Et donc, dans ce côté mini-jeu et interaction, on a vraiment besoin d'Unity. Tout ça pour dire que Unity, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour de l'interaction, quelle que soit la typologie d'application qu'on veut faire, que ce soit du jeu ou pas du jeu. Aujourd'hui, on a en fait quelque chose qui est très intéressant, qui est que les start-upers, donc les gens qui sortent d'école de commerce, j'ai envie de dire dans nos jours à nous, là, depuis 10 ans, un truc comme ça, en fait, c'est des gamers. C'est des gens qui sont habitués à jouer aux jeux vidéo. Et donc, on se retrouve avec des gens qui, au lieu de vouloir faire des Uber ou voilà, des logiciels comme ça, et qui viennent chercher des techos comme nous pour dire hey, tu veux pas faire mon CTO ou monter mon équipe technique parce que j'ai une super idée révolutionnaire, eh bien, ils viennent mettre de la 3D, ils veulent mettre de la 2D, ils veulent mettre de l'interaction, ils veulent mettre de la XR, ils veulent mettre des modèles 3D, ils veulent mettre de l'avatar, ils veulent mettre de l'IA. Et tout ça, en fait, nous, on est capable de le faire, même si au départ, on vient du jeu vidéo. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que le monde du jeu vidéo, ça devient de plus en plus compliqué. Moi, quand je discute avec mes étudiants, je leur demande dans quoi ils sont. Et typiquement, récemment, j'étais dans une école de jeux vidéo en 4e année, il y avait une quinzaine, vingtaine d'élèves. Et je leur ai tous demandé dans quoi ils bossaient. Il y en avait 0 dans le jeu vidéo, dans une école de jeux vidéo. Et 100% bossaient dans des boîtes de XR. Donc peut-être que certains d'entre vous ont comme collègues certains de mes étudiants ou certaines de mes étudiantes. Et il se trouve que il y a eu gros problèmes dans ces dernières années dans l'industrie du jeu vidéo avec des grosses vagues de licenciements. Il y a même une page Wikipédia juste pour ça. Et on a même voilà même en France ça a beaucoup tapé. Et donc ça a un intérêt de parler de ce que je vais vous parler aujourd'hui parce que je veux dire aux gens, en fait, si vous travaillez dans le jeu vidéo, vous aimez le jeu vidéo, vous aimez Unity, vous aimez faire des jeux avec Unity, etc., en fait, vous pouvez quand même trouver du job et vous pouvez quand même trouver voilà, du travail, juste peu dans le jeu vidéo. Peu dans le jeu vidéo parce que je suis allé voir sur cette petite page Wikipédia et donc les premiers qui ont bon alors non pas les premiers les deuxièmes qui ont eu beaucoup de difficultés, c'était PlayStation qui font des jeux vidéo, ils ont quand même viré 900 personnes. Après on a eu Epic Games qui fait des jeux vidéo aussi, qui a viré beaucoup de monde, Electronic Arts, Microsoft, Amazon Game, Riot Game, Twitch, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont fait des licenciements dans le jeu vidéo et c'est pour montrer que vraiment le monde du jeu vidéo c'est vraiment un milieu qui est très très dur et qui est de plus en plus difficile de trouver du job et que ça serait bien de se reconvertir dans la XR parce que la XR, il y a du taf. On voit même ici Humanimation qui a fait le jeu vidéo Dordogne, qui est un très 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 beau jeu fait par des Français qui n'ont pas eu assez de revenus et donc qui n'ont pas de contrat, qui vont devoir fermer le studio alors que on a un très 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 beau jeu qui a été fait en France et malheureusement ils pourront pas continuer. Donc c'est encore une preuve que c'est difficile dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui en France. Mais, quand on va sur la FJV et autres sites de recrutement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve beaucoup d'annonces qui sont liées, pas du jeu vidéo, en fait, avec de la XR, mais qui demandent quand même du Unity. Du coup, on peut, avec notre compétence Unity, faire des jobs qui sont pas forcément dans le jeu vidéo. Parce que Unity, c'est un moteur 3D pour faire des expériences pour la SL Industrie, mais pour plein de choses qui ne sont pas du jeu vidéo. Et c'est écrit en gros, et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà tout ce qu'on peut faire avec Unity qui ne sont pas du jeu vidéo. Et en fait, je pense que dans la salle, il y en a presque personne qui fait du jeu vidéo ici. Levez la main ceux qui font du jeu vidéo ici dans la salle. Il y en a quand même un peu. Il y en a quand même un peu. Mais vraiment, mais pas à temps plein. Et puis rémunéré? Ouais, rémunéré, c'est bien, c'est bien. Parce que faire du jeu vidéo indé dans son garage, c'est super. Moi, c'est ce que je fais, j'adore, mais c'est pas exactement la même chose. Et du coup, je voulais montrer qu'on peut faire vraiment tout ça. Et
je voudrais parler d'un truc très important qui est que, en fait, dans le jeu vidéo, on a souvent des expériences qui sont multijoueurs, dans lesquelles on va avoir beaucoup d'utilisateurs, mais qui vont jouer ensemble. Donc, je pense par exemple à du League of Legends, où on a des équipes de 5 contre 5, etc. Et en fait, il y a aussi, dans le monde de l'application, des gens qui interagissent entre eux. Sur Uber, eh ben, vous avez des gens qui demandent des taxis et des gens qui conduisent des taxis qui interagissent entre eux. Mais c'est pas du multijoueur. Sur des applications là je parlais tout à l'heure de réalité virtuelle, des choses comme ça, ou des applications de dating, bah dating, on a plein de gens qui sont ensemble, mais c'est pas du multijoueur, c'est du multi-utilisateur. Et donc c'est quoi la vraie différence entre les deux? C'est qu'en fait sur le multijoueur, on est sur du temps réel, on veut que ce soit très rapide, qu'il y ait peu de latence et ce genre de choses, alors que sur du multi-utilisateur, bah, c'est pas très grave s'il y a 1 ou 2 secondes de latence lorsque tu commandes ton Uber Eats. Bon, t'as besoin qu'il arrive en moins de 45 minutes, mais c'est pas grave si quand tu fais ta commande, il y a 4 secondes qui se passent entre toi et la restauration. Donc en fait, c'est vraiment très différent. Et donc du coup, c'est pas du tout les mêmes technologies. On va pas utiliser Unity Netcode pour faire une application business to customer. On va pas utiliser Unity Netcode pour faire des commandes chez Uber Eats. Si tu fais une commande, si tu fais un espèce de Uber Eats en 3D, XR, que sais-je, tu vas pas avoir envie d'utiliser Unity Netcode parce que c'est pas fait pour ça. Unity Netcode, c'est vraiment fait pour. Alors, quand je parle d'Unity Netcode, je parle de Network for Game Object et Network for Entities, hein, bien sûr. On est là pour bouger du temps réel et pas pour faire des commandes. C'est pas fait pour ça. Mais du coup, de quoi on a besoin quand on fait de l'application? Parce que là, je parlais du gaming. Dans le gaming, on a besoin de netcode, de choses comme ça. Mais dans l'applicatif, donc dans le monde un peu plus sérieux, moins jeux vidéo, plus business, tout ça, on a besoin de quelle typologie d'outils? Donc on a besoin de bases de données. Là, je vais prendre l'exemple d'une application de rencontre, puisque j'ai bossé dessus comme ça. Et puis je vais vous parler un petit peu après. Je vais faire un exemple avec une application de rencontre. On a besoin de bases de données. Donc, on a besoin de stocker les classes de nos users. On a besoin de stocker les données de nos utilisateurs et nos utilisatrices. Donc, c'est pour ceux qui viennent du monde du jeu vidéo, c'est pas très dur, hein. Tu prends ta classe user ou player, tu la transformes en JSON et tu sauvegardes ça dans un endroit où tu sauvegardes des JSON, qu'on appelle une base de données, NoSQL typiquement. Mais ça peut être autrement. Mais en tout cas, c'est juste du stockage de JSON, donc c'est juste du texte. Le stockage de fichiers, c'est quoi? Bah, on va avoir des utilisateurs qui vont devoir uploader leurs images de profil, typiquement. Dans un jeu vidéo, dans un Assassin's Creed, dans un League of Legends, tu n'uploades pas ton image de profil. Donc, on n'a pas trop de user-generated content. Donc, on n'a pas besoin forcément de stocker les fichiers des users. Mais là, bah, dans une app de rencontre, les gens ils vont mettre leurs photos, ils vont mettre des choses comme ça. Donc, on va vouloir les stocker. Et puis, peut-être qu'ils vont avoir des modèles 3D si on fait de la XR ou des choses comme ça, de la VR et de la réalité augmentée. Donc, on va avoir besoin de stocker tout ça. Donc, c'est juste un Google Drive glorifié, hein, avec des accès sécurisés, c'est tout. On va avoir besoin d'authentication. Alors ça, on en a beaucoup besoin dans les jeux vidéo de type Game as a Service, mais on va avoir besoin de stocker les mots de passe et les emails de nos users pour que quand ils se connectent, et bien après, à chaque fois qu'ils rentrent leur mot de passe, on peut récupérer qui ils sont et puis du coup aller les ranger au bon endroit dans la base de données, récupérer le bon JSON de leur bon user et récupérer tout ça. Donc ça, c'est facile, hein, c'est juste un dictionary avec nom d'utilisateur, email, mot de passe. Mais on va rajouter du sel et du poivre. Alors quand je dis du sel et du poivre, je parle pas de cuisine, je parle ici de sécurité informatique, qui sont en fait des termes techniques pour dire ça rajoute de la sécurité, où les mots de passe, toi, ils sont pas en clair, ils sont chiffrés et donc tu peux pas y accéder. On va avoir besoin de Cloud Functions. Les Cloud Functions, c'est quoi? C'est des fonctions qu'on va pouvoir lancer qui ne tournent pas sur les devices de nos utilisateurs et nos utilisatrices. Par exemple, quand un user n'est pas connecté depuis 3 semaines, peut-être qu'on veut le mettre au fond de la file de rencontre, pour pas que les gens, quand tu swipes sur ton app de rencontre, tu rencontres des gens que tu as vus récemment. Ou alors pour faire des leaderboards, c'est souvent utilisé dans les jeux vidéo. Tous les fins de mois, on prend les gens, on les met, on fait un top classement ou des choses. Et ça, c'est des fonctions qui sont pas codées du côté du user. Il faut pas que le user se connecte avec son téléphone pour faire quelque chose. Il faut que des choses se passent alors que personne n'est là. Et pour quelqu'un qui vient du game dev, c'est très bizarre parce que quelqu'un qui vient du game dev, bah, tu as l'habitude de créer tes fonctions dans Unity. Tu fais ton code Unity, tu ships ton jeu Unity et puis tu as fait un jeu et puis c'est super quoi. Là, tu as dit en mode, ah mais attends, alors je code des trucs pas dans Unity pour qu'il se passe des trucs sur mes users quand ils sont pas dans Unity. Enfin, quand ils sont pas dans mon jeu. Donc ça va demander de potentiellement devoir apprendre un autre langage pour créer des fonctions pas en C# ou des choses comme ça. On en parlera après parce qu'en fait, on peut quand même faire du C# et c'est très intéressant. Messaging, c'est pour les push notifications.
Dans Unity, moi, quand j'ai commencé à faire des push notifications avec Unity, je suis allé voir sur la doc du package manager, il y avait un truc push notification, et ça permettait de faire des notifications avec des events. Genre, dans Unity, j'écrivais en C#, j'envoie une push notification dans 2 heures. Super. Mais ça veut dire que mon user, il doit allumer son téléphone, faire une action, appuyer sur un bouton, faire une action, etc., mettre un like ou quoi. Et là, je devais avoir un bout de code qui disait fais une notif dans Xtor, etc., qui était lancé depuis mon Android ou depuis mon iOS. Et donc moi j'étais bien parce que j'étais dans mon Unity, dans mon code, dans mon C#, mais en fait c'est complètement con parce qu'on veut pouvoir lancer des notifications quand il se passe quelque chose chez quelqu'un d'autre. C'est quand moi je like Alex que Alex doit avoir une notif. Et donc c'est pas mon code Unity de mon téléphone qui va lancer une push notif sur son téléphone. Et donc là il nous faut pareil, un truc dans le cloud, un truc extérieur qui permette de faire ça. Et c'est ça qu'on va vouloir gérer. Et Remote Config, c'est un outil qui permet de faire du A/B testing où on va par exemple pouvoir dire dans mon Remote Config, c'est très utilisé dans les jeux vidéo, par exemple, pareil, Game as a Service. Par exemple, on imagine un Final Fantasy un peu en ligne, un peu gacha, où on va avoir envie de dire il y a les crabes, ils sont niveau 1, ils ont 80 points de vie. Et on va pouvoir changer les points de vie parce qu'on se rend compte que les gens tuent les crabes beaucoup trop facilement. Ou alors que typiquement au Japon, en Corée ou en Chine, les gens sont tellement hardcore que ils font du farming des crabes et on se retrouve avec une courbe d'XP qui est complètement pétée. Donc en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est pas dire crab.hp égale 80. On va faire crab.hp égale remoteconfig.crabhp. Et comme ça va être stocké dans le cloud. Et dans notre cloud, on va avoir un petit dictionnaire ou avec un petit dashboard. On va aller sur notre site web, sur notre petit dashboard Unity, et on va changer, ou Firebase, on en parlera après, et on va changer la valeur. On va mettre crabhp égale 120 ou 200. Et boum, mon crab, maintenant, il va avoir 200 points de vie sur le jeu quand les gens vont se reconnecter avec leur téléphone. Et après, on peut choisir de dire, en fait, c'est que pour le Japon, ou que pour la Chine, ou que pour les players qui ont déjà acheté des thunes, ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est très, très, très pratique. Et pareil, c'est encore des choses qui se font pas dans le code Unity, qui se font en ligne, parce qu'on a besoin potentiellement de changer des valeurs après que le jeu soit sorti et qu'on n'a pas envie de refaire une mise à jour. Alors maintenant, avec les téléphones, on a l'habitude de faire des mises à jour très rapides, très régulièrement, qui sont par le store automatiquement. Mais enfin, c'est quand même très pratique quand on a des gens qui ont des jeux un peu plus, je veux dire, PC classiques, où on n'a pas forcément besoin d'Internet, etc. On veut quand même aller récupérer des choses en ligne après. Donc si on n'utilise pas Unity Netcode, que je disais tout à l'heure, qui est fait pour faire du multiplayer temps réel, on va vouloir utiliser d'autres services. Et chez Unity, il y a les Unity Services qui sont extrêmement bien. Et il y a dedans plein de choses qu'on vient de discuter et qui existent déjà. On va avoir Player Authentication ici, qui va gérer, comme j'ai dit tout à l'heure, l'authentification de nos utilisateurs avec le fait de pouvoir faire des Google Connect, des Apple Game Connect, des Discord Connect ou des choses comme ça. Et puis en dessous, on va avoir le Cloud Code, donc pour faire nos Cloud Functions. On va avoir le Cloud Content Delivery qui est en fait le stockage, c'est un Google Drive glorifié, ce truc-là. Cloud Save qui, comme son nom ne l'indique pas, ne sert pas qu'à sauvegarder la sauvegarde des joueurs. Au début, je me suis dit, Cloud Save, c'est super, c'est comme ça, si j'ai quelqu'un qui est sur mon ordi, il joue, puis après il joue sur son téléphone ou il joue sur un autre ordi, il récupère sa sauvegarde. Super, c'est à ça que ça sert. Faux! Totalement faux! Ça sert pas qu'à ça. Enfin, faux dans le sens, c'est pas suffisant. Ça nous sert aussi à stocker n'importe quelle donnée, en fait. Donc en fait, ici, je peux sauvegarder le fait que des gens dans une app de rencontre se sont rencontrés. Je peux sauvegarder des commandes Uber. Je peux sauvegarder ce que je veux. C'est des JSON en fait. Je stocke juste, je prends ma classe, je la JSONifie, je l'envoie et c'est fini quoi. Enfin genre, il y a ce qu'ils appellent les world data. Alors dans un jeu vidéo, world ça a un peu de sens, mais dans une application de développement, world ça a aucun sens. Et pourtant, vous voulez stocker dans les world data juste les commandes Uber Eats. Hein. C'est ok, hein, ça compte. Et donc en fait, ça c'est là où je suis un petit peu triste, c'est que vraiment Unity depuis le début ils disent c'est pas du jeu, hein, c'est des applications. Il y a écrit Gaming Services partout. Et il y a écrit Cloud Save avec des World Data, quoi. Mais donc tu vas sauvegarder des World Data pour sauvegarder des trucs qui sont pas du tout du jeu, mais ça compte. Donc en fait, ça c'est assez trompeur. Il faut le savoir. Cloud Save, vous pouvez ceux qui ont l'habitude de faire des applications B2C et que vous utilisez des bases de données MySQL, NoSQL, whatever, c'est ça. Hein. C'est la même chose. Hein. Juste ça s'appelle Cloud Save, donc ça s'appelait base de données. Mais c'est une base de données. Et Remote Config, bon, on en a parlé tout à l'heure, ils en ont aussi. Sauf que moi, j'utilise pas les Unity Services. Moi, j'utilise un autre truc qui s'appelle Firebase. Firebase, c'est une solution Google qui est sortie il y a très longtemps, qui fait déjà ça pour les applications et pas du tout pour le gaming. Et Firebase, ça existe depuis très très longtemps. Et du coup, moi, j'utilise Firebase depuis, je sais plus, 2017, 16, whatever, un truc comme ça. Donc ça fait un paquet de temps. Et donc j'ai eu l'habitude de bien
de bien apprendre avec ça et de me former là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que Firebase, il a tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Firebase Authentication comme Player Authentication, il a Cloud Function, c'est Cloud Code, il a Firebase Storage, c'est le Cloud Content Delivery, il a Firestore, c'est le Cloud Save. C'est fait par Google. Et donc, du coup, au niveau des prix, c'est moins cher parce que ils ont directement leur serveur, alors que Unity, ils sont sur Azure, si je me trompe pas, ça c'est à vérifier. Et par-dessus, ils font leur marge, donc forcément, ils sont plus chers. Et leur free tier, il est hyper généreux. Tu peux faire 200 000 appels par mois ou 400 000 appels par mois, et alors c'est toujours gratuit. Voilà, t'es tranquille. Donc tu te dis, ah, c'est super parce que, ouais, c'est sûr, si tu fais un Uber Eats, ça va te coûter la peau du. Mais par contre, si toi, t'es Jean-Michel Studio XR qui a un client qui a 4 casques pour son application. Bon, super, 4 casques, 4 users, plutôt gratuit à vie quoi. Donc puis après tu refactures ça à ton client, c'est super. Et donc c'est super parce que c'est vraiment très 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 généreux au niveau du free tier quand tu as peu d'utilisateurs. Et dans la XR en général, surtout en France, on a peu d'utilisateurs. Il n'y en a pas beaucoup qui ont sorti 200 ou 400 casques XR ou 1000 casques XR pour leurs clients. Donc on est hyper tranquille. Et en plus, la documentation, elle est hyper mature parce que c'est hyper vieux. Il y a beaucoup de choses. Même ChatGPT, il connaît pas trop mal. Donc c'est vraiment assez cool. Par contre, on a un SDK externe, on a des dépendances et quand il y a des mises à jour, c'est un peu chiant. Faut télécharger un Unity package, faut le mettre dans son Unity. Bon, t'évites de faire des mises à jour et t'es tranquille. Donc moi, je me suis dit, je mets au défi de prouver que les services d'Unity sont meilleurs. Et en écrivant ce bout de truc sur ma slide, je me suis dit, attends, je vais quand même aller voir les prix des tiers sur Unity parce que je suis sérieuse. Tu vois, je regarde mon truc. Bon, du coup, j'ai menti. En fait, ce qui se passe, c'est qu'Unity, ils ont, quand j'ai fait commencer une Firebase, moi, il y a 5-7 ans, en fait, Unity, ils étaient en train de faire comme Firebase. Ils étaient en train de tout piquer à Firebase et de tout refaire, ce qui était pas trop mal. Mais depuis, en fait, ils ont fini de faire leur job. Et en fait, tout ce qui est dans Firebase, tout a été refait dans Unity. Et ça y est, c'est fini. Et en plus de ça, ils ont des fritières abusées. Donc, je le disais tout à l'heure, sur Firebase, ici, on avait par exemple, donc ça c'est pour du stockage. Pour du stockage, en plus, Firebase a monté leur prix. Avant, c'était là où le décrit not applicable, c'était la colonne fritière. Et la colonne fritière ici, il y avait plein de choses. Et maintenant, ils l'ont changé. Et maintenant, c'est payant. Il faut aller voir sur les prix. Et du coup, je suis allé voir les prix. Et par exemple, entre 0 et 1 Tera, c'est 12 centimes du giga, je crois. Alors que chez Unity en haut, vous pouvez voir que Cloud Storage, c'est gratuit. Voilà. Comme ça, c'est vite vu. C'est complètement gratuit. Donc tu dis, ah, mais en fait, Unity, ils ont bien baissé leur prix et c'est très intéressant. Et du coup, il y a même des free tiers qui sont vraiment abusés. Donc c'est vraiment, vraiment très cool. Donc ça, c'est pour le stockage. Et pour la base de données, par exemple, on est en Firebase free tier. Ils te disent que tu peux stocker 1 giga de store data, donc de JSON. Avant de stocker 1 giga de texte, t'es tranquille quand même. Et maintenant, il faut avoir des users. Et puis, tu peux télécharger jusqu'à 10 gigas par mois et faire 20 000 documents d'écriture par jour. Donc 20 000 écritures par jour, ça veut dire que tes users, ils se connectent quand même comme des dingos pour faire 20 000 écritures par jour dans leur data user. C'est-à-dire que les gens, ils changent de prénom tous les jours. C'est dans ta base de données, quoi. C'est abusé. Mais chez Unity, on est à 1 million d'écritures par mois. Donc même si je suis à 20 000 par jour, là tu fais 20 000 par jour, enfin 20 jours dans un mois, ou 30 jours, t'es pas à 1 million, t'es à 400, 500 000. Donc en fait, Unity, bon, ok les gars, vous m'avez eu, vous avez fait des fritières super cool. L'année prochaine, je reviens, je fais la même conférence, mais sur Unity Services. Après, il y a quand même des choses qui sont pas exactement la même chose de chaque côté. Typiquement pour le sign-in, chez Unity, vous avez l'anonymous sign-in comme chez Firebase, normal. Vous avez Google Play Game. Bon, encore heureux que Firebase, ils ont Google Play Game parce que c'est Google. Il y a le Apple Game Center, qu'on n'a pas, mais bon, qui utilise Apple Game Center? Par contre, vous avez Steam. Vous avez les Unity Player Account, parce que maintenant, les gens qui jouent à des jeux Unity ont des accounts Unity, I guess. Vous pouvez utiliser les comptes Oculus. Vous pouvez utiliser plein de choses ici que on n'a pas chez Firebase. Par contre, chez Firebase, vous avez genre Microsoft, vous avez Yahoo, parce que peut-être vous avez encore des clients qui utilisent Yahoo. Vous avez GitHub. Et vous avez les numéros de téléphone et SMS. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de faire de la double authentification, de la double authentication, qu'on n'a pas chez Unity. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aimerais vraiment que ça arrive chez Unity. Ça me permettrait de passer complètement chez Unity, c'est sûr, sur les Unity Services au niveau du Unity Authentication. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais, là, je bosse sur une appli de dating, donc Datopia que je montrais tout à l'heure, j'ai
bien envie que mes gens ils aient quand même un double authentification avec mot de passe, avec numéro de téléphone et SMS. Ça crée quand même un sentiment de sécurité qui est élevé. Et en plus de ça, ça fait vraiment de la vraie sécurité. Donc ça là, le double authentication, chez Unity, ça n'existe pas. Il faut le faire à la mano ou utiliser Firebase juste pour ça. Enfin, ça veut dire mélanger un petit peu et faire un peu du Frankenstein. C'est un peu dommage. Mais du coup, typiquement, pour de l'application development, je ne sais pas vous, vos clients à vous, vos clients, ils ont probablement pas de compte Unity Player Account ou de compte Steam et ils ont plutôt des comptes Microsoft, quoi. Donc à voir après celui que vous préférez utiliser. Là, j'ai juste comparé Authentication, mais en fait tous les services, que ce soit le stockage de base de données et des choses comme ça, il y a des différences dans le détail et il faudra aller vérifier. Donc là, je voudrais faire une démo de comment ça fonctionne tout ça. Et donc pour faire ma démo, je vais prendre un exemple avec effectivement des dragons célibataires. Donc on va avoir en fait, je vais faire une application de dating pour Dragon où on va utiliser toutes ces fonctionnalités. Donc on va avoir effectivement l'authentication des utilisateurs, donc je vais utiliser Firebase Authentication. Je vais avoir les profils utilisateurs, donc je vais stocker ça dans du Firestore. Donc on le voit en bas à gauche, c'est ma structure de données. Donc c'est simplement voilà, une classe dragon qui contient name, type, intérêt, statut. Donc type, parce qu'en fait les dragons ont un type, ils sont type feu, type glace, type vent, type électricité, voilà, c'est comme les Pokémon. Et le truc c'est que ils sont intéressés par des types. Il y a des dragons qui doivent être homotypes, qui sont type feu et qui veulent draguer que des dragons type feu. Et vous avez des dragons qui doivent être pantype et qui peuvent aimer tous les types de dragons. Donc c'est les interest. Interest, ça va être les dragons qui sont intéressés. Je stocke ça sous forme d'integer, mais en fait c'est simplement un enum que j'ai transformé. Hein. Et le statut, c'est pour savoir si le compte il est fini ou pas. Est-ce qu'ils sont encore en cours d'inscription, etc. Parce que si quelqu'un commence une inscription, moi je l'ai déjà enregistré dans ma base de données comme étant un dragon, mais je veux pas que les autres dragons puissent le draguer parce qu'il n'a pas fini de faire son compte encore. Donc en fait, je vais mettre une valeur de statut. J'ai 0, 1 et 100. 0, c'est j'ai pas commencé, 1, c'est j'ai à peine commencé, et 100, c'est mon compte est terminé et je peux discuter avec les autres dragons. Il n'y a pas de problème. Donc en fait, ça va me permettre de filtrer quand je vais voir la liste des dragons dans ma timeline de Tinder. Je vais voir que les dragons qui sont terminés. Et puis je vais faire un système d'upload d'affichage de photos via Firebase Storage parce que on est sur une application de dating, donc faut se faire beau, faut se faire belle, et on va montrer nos photos là-dessus. Donc je vais faire ça aussi. Et puis on va avoir un système de matching parce que je veux que quand un dragon match quelqu'un, enfin c'est un like, je crée dans la base de données le fait que il y a un premier match. Un match entre Dragon 1 et Dragon 2. Bon, peut-être que Dragon 1, du coup, il y aura la string de son ID, et Dragon 2, il pourra être nul. Parce que si j'ai liké quelqu'un qui m'a pas liké, pour l'instant, Dragon 2, ça vaut nul. Et puis, ça vaudra quelque chose quand quand l'autre aura liké. Et le timestamp, c'est juste à quel moment la date a été faite du match. Parce que peut-être que les matchs, quand ils sont un peu vieux, on les tège ou des choses comme ça. Donc voilà ce qu'on va faire. Mais on va faire de l'AXR, on va faire de la réalité augmentée sur le dragon. Donc comment j'ai fait ça? En fait, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'utilise de l'IA générative pour générer des modèles 3D de mes dragons directement avec l'image de profil. Donc en fait, au moment où je m'inscris, je mets une image de profil de dragon, j'envoie cette image de profil à Meshi, qui est un outil ici. Ça m'a coûté 16 balles quand même pour le mois, donc soyez sympa pour pouvoir faire ma démo. Et du coup, on va automatiquement générer un dragon en 3D. Enfin, Meshi va le faire. Ça va nous envoyer un dragon généré par IA très moche. Et on va pouvoir le stocker dans le Firebase, Storage avec l'image. Et donc là, pour faire ça, c'est pas mon Unity au moment où je m'inscris, c'est pas mon code C# qui dit prends l'image que l'utilisateur vient d'uploader sur mon téléphone, envoie-le à Meshi, et quand c'est bon, récupère le modèle 3D, puis renvoie-le à Firebase. Parce que si je fais ça, et que mon utilisateur il coupe son téléphone pendant ce processus, jamais j'aurai le modèle 3D. Donc en fait, ça va être fait par une cloud function, ici. Donc en fait, je vais avoir du code, côté Firebase, qui va dire, quand quelqu'un s'inscrit, alors j'envoie une demande à Meshi, et quand Meshi a terminé, je viens sauvegarder le modèle 3D dans le Firebase. Et après, j'affiche les modèles 3D avec Air Foundation du côté Unity. Donc voilà comment ça va se passer au niveau du parcours utilisateur. Donc on va avoir vraiment, on crée son profil, on choisit son image de profil depuis sa galerie. J'avais la flemme de faire prise de photo avec le photo, donc ça va être depuis la galerie du téléphone. Il valide son compte. On détecte un changement dans la base de données au niveau des cloud functions de Firebase. Du coup, il y a une fonction en JavaScript qui est appelée sur Firebase Cloud Function, qui va appeler l'API de Meshi, qui va récupérer le modèle 3D, qui va le stocker dans le storage, et après, je vais mettre à jour le statut du dragon.
Comme ça, le dragon, tant qu'il n'a pas son modèle 3D, on peut pas le draguer. Et une fois qu'il a son modèle 3D, il est récupérable pour les autres utilisateurs et utilisatrices. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Ici, je voudrais dire un truc très important, c'est que moi je fais cette conférence sur Firebase, je suis pas du tout payé par Google et Firebase, donc je vous conseille de regarder si c'est mieux pour vous, mais vous pouvez utiliser les Unity Services comme j'en ai parlé juste avant. Et Unity Services, ils ont aussi les Cloud Functions là, comme on a vu tout à l'heure, et ça vous permet de faire des Cloud Functions en C#. Parce que chez Unity, ils sont sympas, ils se sont dit, ah, les game devs, ils connaissent rien en JS, eh ben, on va être sympa, on va leur faire faire du C# parce qu'ils connaissent bien. Moi, ça me va très bien, hein, parce que le JS, j'ai dû apprendre juste pour cette merde-là, et j'aime pas du tout. Donc, je suis très contente de savoir qu'Unity fait du C# pour des cloud functions, ça va me permettre d'utiliser ça. Non, mais les trucs pas typés avec des vrais, non, ah, voilà. Du coup, on va vouloir faire le back-end. Donc, pour faire le back-end, comment ça se passe? Comment on commence? Donc là, je vais vous montrer comment on fait vraiment ça. Donc, on va aller sur le site de Firebase, on va s'inscrire, et puis on va avoir un gros bouton pour enregistrer notre app Unity. Donc, il va vous dire est-ce que c'est une app Android, une app iOS, une app Unity. Et en fait, le truc, c'est que quand on fait une app Unity, ça génère automatiquement une app Apple et une app Android, et de leur côté. Et du coup, on va après pouvoir lui donner un petit nom. Et comme on a une app bundle qui est ici unique, eh bien, ça va automatiquement, notre code Unity va automatiquement discuter avec le code en ligne sur Firebase. Pour ça, il va falloir se connecter avec ce qu'on appelle une clé d'API pour ceux qui ont l'habitude. Donc, c'est-à-dire un truc qui me dit, bah, ça, c'est bien mon back-end, c'est bien mon application, et donc j'ai le droit d'utiliser. Les clés d'API ici, chez Firebase, c'est un fichier. C'est un fichier JSON pour la partie Android, un fichier .plist pour la partie iOS, et il faut les mettre dans le dossier assets à la racine. Du coup, comme c'est un fichier et que c'est une clé de sécurité, il faut le git ignore. Parce que si tu le git ignore pas, tu te retrouves avec ça. Tu te retrouves avec un petit mail de GitHub qui dit frérot, t'as uploadé une API key là, dans un repo public. C'est chaud, frère. Parce que si tu laisses ça, les gens ils peuvent récupérer ton JSON et après ils peuvent se connecter à ta base de données et delete tous tes users. Tu vas être content. Ou alors ils créent 200 milliards de users et là tu payes cher. Du coup, tu auras l'air un peu bête. Donc surtout, ne pas mettre ces JSON et ces playlists dans votre Git parce que c'est dangereux. Je me suis fait avoir un petit peu parce que je les ai bien virés avec mon Git ignore. Et il se trouve que Firebase crée aussi un XML qui est caché quelque part dans Streaming Asset ou je sais plus où, et qui est aussi avec des secrets, et tu le sais qu'une fois que tu as uploadé ton projet sur GitHub, et du coup tu es obligé de niquer ton repo et de recommencer. Parce que oui, ça suffit pas de supprimer ces fichiers quand vous avez ce genre de truc. Parce que votre repo, je rappelle qu'un repo Git, ça sauvegarde l'entièreté de l'historique. Donc quand vous avez l'historique, vous avez les fichiers avant que ça soit supprimé. Donc vous êtes obligé de delete le repo et de recommencer le repo. Il y a d'autres solutions à base de git reset hard, je sais pas quoi. Bon, compliqué. Moi, je n'utilise pas la CLI, tout ça. Moi, je suis game dev au départ. Moi, j'ai appris à déplacer des pixels sur un écran. J'ai jamais appris à coder, moi, en vrai. Donc c'est comme ça que il faut faire très attention à ça. Il y a un problème chez Firebase qui est que quand tu veux faire des environnements différents, genre un environnement de développement, un environnement de prod, c'est-à-dire que par exemple, tu veux que tes devs, quand ils créent des users à l'appel tous les jours parce qu'ils font des tests, bah ça ne fait pas que quand tu te balades sur Tinder, tu vois dev 1, dev 2, dev 3, tu vois. Tu te mets deux bases de données, une base de données pour tes développeurs et une base de données pour tes users. Au début, j'ai commencé à faire deux bases de données parce que sur Firebase, sur un seul projet, tu peux faire plusieurs bases de données. Mais en fait, le truc, c'est que authentication, c'est qu'une seule liste. Donc, tu n'as qu'une seule liste de users authentifiés. Donc, tu n'as qu'une seule liste de comptes. Donc, il faut faire deux projets Firebase. Donc, ça, c'est un peu chiant. Donc, tu te retrouves avec des playlists et des points info. Tu en as genre 4 dans ton projet. Et en fait, tu es obligé de te faire un petit bout de code Unity qui fait alors, si je suis en prod, je prends telle playlist et sinon, je prends telle autre. Personnellement, j'ai fait un bout de code qui prend l'intégralité. Il fait une playlist, CTRL A, CTRL C, CTRL V, à base de readline et de writeline pour automatiquement mettre le bon fichier en fonction de mon environnement. Une fois qu'on a fait notre back-end et qu'on a préparé, on va pouvoir télécharger le SDK pour le mettre dans Unity. Donc le SDK, il contient tout ça. Et en fait, le SDK Unity, c'est un gros zip de 1 giga 6 qui contient plein d'Unity Package. Et vous ne pouvez pas télécharger le Unity Package que vous voulez. Bon, il file qu'un seul gros zip géant. Et dans le zip géant, vous avez tous les Unity Packages qui sont là. Et à vous de prendre les Unity Packages que vous avez besoin. Donc nous, on va avoir besoin d'Authentication, qui est ici. On va avoir besoin de Firestore, parce que c'est notre base de données. On va avoir besoin... Alors, Cloud Function, je ne sais pas pourquoi il y a les Cloud Function Unity, puisqu'on ne peut pas les appeler depuis Unity. J'ai jamais ouvert ce Unity Package, et personnellement, je n'ai pas compris à quoi il sert. Le Cloud Function. Cloud Messaging, on va pas en avoir besoin, parce qu'on ne fait pas de push notification ici. Je ne suis pas allé jusque-là, on aurait pu. Quand je fais un like à Alex qui reçoit une notif, mais je ne suis pas allé jusque-là. Firebase Storage, on va en avoir besoin, parce qu'on va aller stocker des fichiers. Et puis c'est tout, parce que c'est tout ce que j'utilise ici.
dans ce projet, mais on pourrait en avoir d'autres. Il y a un truc qui s'appelle la Real-Time Database ici qui est hyper intéressant et hyper important. Dans Firebase, ça, c'est ce qui ressemble le plus à du netcode. En gros, vous pouvez avoir une base de données sur laquelle vous êtes branché en WebSocket, pour ceux qui connaissent, et du coup, dès que quelqu'un modifie une donnée, vous pouvez récupérer l'information. Donc, ça peut être, ça, c'est très, très, très utilisé dans les applications type quand vous êtes sur Miro ou autre, où vous avez les souris des autres qui se baladent en même temps. Bah, c'est du real-time database en fait. On fait juste un pointeur de user machin point vecteur 2 égale machin, et en fait les autres ils sont branchés dessus, ils sont bindés dessus, et donc dès qu'une valeur change, ça change de ton côté. Donc c'est un peu comme des variables synchronisées qu'on a l'habitude en netcode, mais un peu différent quand même, parce que ça passe sur du WebSocket, mais ça permet de faire des choses comme ça très rapides, et du coup faire des espèces de mini-jeux ou des choses qu'on a besoin de temps réel. Donc le premier bout de code qu'on va mettre dans notre Unity, c'est celui-là. Le premier bout de code, il est dans la step 5 du how-to sur la doc, qui est en gros un truc qui check est-ce que les dépendances de Firebase elles sont bien là, et est-ce que on est bien connecté, et si oui ça se passe bien, sinon ça se passe pas mal. Moi ce que j'aime bien rajouter ici, je me mets un petit system.action on ready, tu vois, et comme ça je branche mes autres managers dessus, et comme ça mes autres managers ils démarrent pas dans leur start ou dans leur wake, ils démarrent quand celui-là il est uninitialize, et comme ça je suis tranquille que j'ai pas des trucs qui s'initialisent avant que Firebase ait eu le temps de s'initialiser. Donc je vais vous montrer ça dans Unity. Je sais pas combien il me reste de temps, mais si je pouvais avoir encore 1 heure pour tout vous montrer, ce serait super. Mais je crois que je l'ai pas. Chef Vincent, j'ai déjà dépassé. Il me reste 10 minutes. Super. Ça va bien se passer. Je vais vous montrer rapidement le code en JS. Attention, ça fait mal aux yeux le JS. Ah oui, c'est bien JavaScript. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre du TypeScript sur Firebase. Mais après, je me fais engueuler par ESLint et tout, donc je l'ai pas fait. Du coup, regardez à quoi ça ressemble. J'ai une cloud function ici. On les crée juste en disant juste export point, et comme ça elles sont exportées dans la cloud function. Elle se bind au on document created, donc elle écoute le fait qu'il y a un document qui a été créé dans la base de données, et elle écoute les documents qui sont dans ma collection Dragon et qui ont un Dragon ID voilà, comme nom, quoi. Et quand il se passe ça, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'image de profil, qui est une fonction ici qui va en gros dire va dans le storage, va dans le bucket et va chercher le fichier qui s'appelle dragon ID slash machin. Parce que oui, j'ai fait les dossiers par un dossier égale un dragon avec leur ID, et dedans j'ai tout stocké profile picture qui est leur profile picture parce qu'ils peuvent en avoir qu'une. Donc j'ai pas mis de numéro bizarre, j'ai juste écrit comme ça. Donc je récupère ce profil picture, ok. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un start image to 3D task, et là c'est là où j'appelle l'API de Meshi, on la voit ici. Donc là, j'envoie l'image avec un payload qui contient l'image, en l'occurrence. Enfin, qui contient l'URL de l'image. Et du coup, Meshi va aller télécharger l'image chez Firebase. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'attends que c'est fini, parce qu'en fait, ça peut prendre jusqu'à 2, 3, 4, 5 minutes. Donc ici, c'est un bon gros set timeout, attends 5 secondes et dis-moi si c'est bon, et après on recommence. Voilà, c'est un bon set timeout de 5 secondes qui, toutes les 5 secondes, check. On est obligé de faire du polling, c'est écrit dans leur API qui est écrit comme ça. Tant pis. Dommage, mais bon, c'est pas moi qui paye le ingress, donc c'est pas grave. Et puis après, ingress c'est la bande passante. Et après, une fois que c'est validé, eh ben je récupère un GLB, et donc du coup, enfin un modèle URL, je récupère l'URL où est stocké le fichier GLB, et je le télécharge et je l'envoie dans le Dragon ID slash modèle.glb dans mon bucket. Donc dans la bucket, c'est un dossier Google Drive, hein. Et c'est tout. Voilà. Et après, je change la valeur de dragon. Je dis Firestore dans ma collection dragon, va chercher le dragon numéro machin et dit que son statut est à 100, il est prêt. Donc ça, c'est juste une fonction qui s'exécute à chaque fois qu'il y a un document qui est créé dans Dragon. Voilà. Ensuite, dans Unity, je vais vous montrer rapidement. Donc, j'ai mon appli qui est ici. Comment ça se passe? J'ai fait je sais pas si c'est suffisamment zoomé, mais je pense que oui. J'ai fait pas mal de managers, donc j'en ai un qui s'appelle Account Controller, j'ai le Firebase Controller. Le Firebase Controller, il contient le code qu'on a vu juste avant, qui est justement le côté, j'attends que Firebase soit initialisé, et puis et après c'est bon. Parce que j'ai Ryder qui va se lancer. Allez Ryder, fais ton boulot. Voilà, donc on a Firebase Manager, j'ai dit. Firebase Manager, il est où? Firebase Controller, il est là. Donc je fais bien, comme on a vu tout à l'heure, j'ai copié exactement le même code, hein. Il check les dependencies, et puis comme je vous ai dit, il envoie une petite action en event je suis prêt, et comme ça les autres se branchent dessus. Je vais vous montrer par exemple comment on fait pour créer un compte, et vous allez voir, c'est
hyper simple. Vraiment, c'est une ligne, elle est là. Voilà, je crée un user avec un email, un password, je mets email password dans l'entrée. Email password qui sont là, qui ont été récupérés de simplement mes input fields dans TextMesh Pro input field dans Unity et j'ai fini. Hein. Je fais juste ça et j'ai créé un user et c'est fait. Et j'ai pas écrit plus de code. J'ai pas été besoin de créer une base de données chez moi, de mettre du hashing de mot de passe, du mettre du SHA, je sais pas quoi, du sel, du poivre, tout ça. Euh, Là, je suis tranquille, c'est sécurisé et je peux pas me faire hacker. Voilà, fini. Enfin, si je me fais hacker, c'est que c'est Google qui se fait hacker en fait, donc ça va, c'est ok. Euh, Il y a plus grave à ce moment-là, je pense, si les serveurs de Google se sont fait choper que mon application de dating de Dragon. Et du coup, je fais ça. Et par contre, il y a un truc, c'est que dans leur doc, ils utilisent beaucoup, comme on le voit ici, du continue on main thread. Donc c'est fais ça, et en fait, c'est des trucs asynchrones. Et eux, ils ont un dans leur namespace Firebase extension, ils utilisent continue on main thread, qui est un truc qui dit bah une fois que tu as fini, parle là-dedans, et on se retrouve avec une espèce de callback là à l'intérieur. Et en fait, la bonne pratique que je trouve plutôt cool, c'est plutôt que, en fait, on peut enregistrer tout ça dans des tasks dans Unity et du coup faire juste un await machin et on se retrouve pas avec des callbacks of hell de machin. Une fois que tu as fini, fais ça, mais une fois que tu as fini, fais ça, une fois que tu as fini, fais ça, et tout avec du code qui est très très large sur ton IDE, un peu moche. Tu peux juste faire ça, tu l'enregistres dans une tâche, fais la tâche, et si c'est pas complete, tu mets une erreur, et sinon, current user égale le résultat de la tâche et fini. Bisous, au revoir. Donc ça, c'est pour créer un account. Pour login, c'est pareil, c'est juste que c'est pas create user with email and password, c'est sign in with user and password. Tu mets le sign in email. Et là, il y a beaucoup de code, hein, mais c'est juste pour faire au cas où ça va marcher. Hein. En vrai, c'est juste le code, il est là. Hein. Il y a juste sign in, fini. Voilà, il est sign in. Et vraiment, c'est hyper euh, transparent. Est-ce que je peux me montrer dans Unity à quoi ça ressemble quand même? Hop, ça va dépendre de. Est-ce que j'ai des photos? Est-ce que j'ai mes petites photos? Oui, je sais, j'ai mes petites photos de dragon. Hop, j'arrive ici, donc c'est une page que j'ai fait. J'ai utilisé le MVC, donc c'est-à-dire qu'en gros, mon login panel, il a un login view, et en fait, mon account controller, il a un login, enfin voilà, j'ai des choses comme ça. Donc ici, je vais pouvoir créer un compte, donc je sais pas, je vais l'appeler Unity, @unity.unity. Voilà. Mot de passe, hop, et je fais sign up. Alors j'ai fait un sign up très simple où tu peux pas mettre deux fois le mot de passe, etc. Donc là, j'arrive sur une page de sign up. Alors je suis en 16:9 portrait, ça me plaît pas. Je vais me mettre en. J'ai pas le choix parce que je suis en Windows là. Je suis quoi? Je suis en Android? Non, je suis en Android pourtant. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus propre. Est-ce que je peux tirer? C'est pas propre, je suis désolé, c'est pas joli. C'est fait pour du 21 neuvième parce que nos téléphones maintenant c'est du 21 neuvième. Excusez-moi, je vais faire ça parce que ça me stresse que c'est pas joli. Hop, donc c'est du 9 par 21 en Y. Hop. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Donc on peut lui donner un nom, je vais l'appeler Unity Dragon, je sais pas, et puis il dit, bah, je sais pas moi, j'aime les bons petits déjeuners. Parce qu'on avait dit un super petit déjeuner ce matin. Je peux donner mon type. Donc, quel type est-ce que je suis? Bah, je sais pas, je suis de type darkness, parce que le logo ici, c'est noir et tout ça. Les types sur lesquels je suis intéressé, donc je peux mettre plusieurs. Je peux mettre électrique, ice, et puis ça fait un mix, vous voyez. Mais je vais mettre everything. Je vais changer mon image. Donc là, je vais aller dans. J'ai fait un truc qui s'appelle External Asset et j'ai mis des petites images de dragon, voilà, que j'ai générées par IA. Hop, je mets une petite image et je fais confirm. Et donc ça, là, on vient de passer dans donc au tout début, quand vous avez vu login mot de passe et j'ai cliqué sur sign up, bah, on est passé dans ma fonction qui était là, create account. Et après, on est passé dans la subscription view où là, en fait, je dis que quand on appuie sur le bouton confirmer, sur lequel je viens juste d'appuyer, eh bien, je crée un nouveau dragon qui est dans mon dragon controller. Donc en fait, à quoi ça ressemble? Bah, tout simplement, j'ai un Dragon Model ici, donc c'est juste une classe avec mon ID, mon name, mon type, etc. Truc très 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 important, ici j'ai mis Firestore Data. Quand vous mettez Firestore Data au-dessus de votre classe, eh bien ça définit que votre classe, elle va être une donnée Firestore, une donnée base de données. Et puis vous pouvez mettre bah, l'ID ici parce que on va stocker d'abord l'ID de notre objet et en dessous on va avoir les propriétés de notre objet, donc mon type, etc., etc. Et juste mon Dragon Model, c'est juste ça. Et du coup, j'ai un constructeur au début qui dit voilà qu'est-ce que je mets dans mon Dragon Model quand il est nul. Et vous êtes obligé d'avoir un constructeur sans paramètres, sinon Firebase il est pas content. Mais il vous le dira, il mettra une erreur. Vous n'avez pas fait de constructeur sans paramètres. Et sinon après, bah, je mets juste voilà mon Dragon Model, je dis juste ID égale ID, type égale type, et c'est tout quoi. Donc je crée ça et donc je retourne dans mon Dragon Controller. Et où est-ce qu'il est mon Dragon Controller? Il est là. Donc je crée un nouveau
un nouveau dragon, qui est juste, du coup, là, juste une classe Unity. Hein. J'ai juste fait une instance d'une classe Unity qui a même pas un monobehavior. Hein. Et en fait, ce que je fais, alors là, il y a une histoire avec d'abord, j'upload la picture, mais je fais ça c'est picture, et après, euh, je fais un create ici de mon dragon que je viens de fabriquer. Et du coup, ici, c'est là où ça devient intéressant sur Firebase. Du coup, quand je fais mon create, donc je l'ai mis directement dans mon Dragon Model, mon create, parce que comme ça, mon Dragon Model, mes modèles, il a directement son CRUD intégré. Il a son create, update, read et tout dans le modèle. Et bah, je fais base de données de Firebase pour ma collection des dragons. Le document, je récupère le account ID puisqu'on vient de se créer un compte, donc on a un numéro d'ID. Et je set this, puisque je suis dans mon Dragon Model. Donc en fait, je set ça, l'ID, le name, le type et tout, comme un document. Et c'est fini. Après, je fais juste un au cas où il y a une erreur et je retourne true. C'est bon. Donc là, en une ligne, je fais juste, je récupère l'endroit dans le base de données où je veux le stocker. Donc c'est juste dragon slash 428 332 quoi, parce qu'ils ont tous des ID différents. Set async, la valeur. Fin de l'histoire. J'ai sauvegardé un dragon. Ça me prend 2 lignes de sauvegarder un dragon dans une base de données. Et j'ai même pas eu à créer une base de données. J'ai pas dû me faire, oui, il me faut un serveur MySQL avec, je sais pas quoi, une MariaDB, whatever, du Redis, du Postgre, whatever. Je connais même pas ces mots, tu vois. J'ai pas besoin. Firebase le fait pour moi. J'ai un backend as a service, ça s'appelle. Je paye pour avoir un backend tout fait et j'ai pas besoin de le monter. Du coup, moi qui suis game dev au départ, j'ai pas besoin de backend développeur. J'ai juste besoin de gens qui font du jeu vidéo et voilà. Je peux quand même faire des trucs avec du multi-utilisateur parce que Firebase l'a fait pour moi. Donc c'est hyper pratique là-dessus. Et après, bah, tout pareil, hein, je fais un read. Quand je fais un read, je vais chercher la valeur de ce document et après je fais un get de ça et après je l'enregistre. Je récupère ce que je viens de récupérer, je le convertis en dragon et je sauvegarde. Et c'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer rapidement peut-être pour l'image, pour le storage, comment ça se passe pour stocker des fichiers. Euh, donc pour read un fichier, alors d'abord en fait ce qui se passe c'est que moi j'aime bien faire du cache parce qu'en fait quand on veut afficher l'image de quelqu'un, je veux pas forcément qu'elle soit toujours téléchargée parce que si je l'ai déjà vue une fois, je vais la sauvegarder dans le disque dans le disque dur du téléphone et je vais la lire depuis le disque dur du téléphone, ça m'évite de la retélécharger à chaque fois et de me taper de la bande passante. Donc en fait ce que je fais c'est que quand je load une profile picture, elle va être je vais la télécharger, tac tac tac, download picture ici. Je me suis fait un Fire Storage Controller qui a une fonction download picture qui me permet de télécharger les fichiers de Dragon et de le sauvegarder dans le local storage. Et du coup, ben, je récupère l'endroit où il est, je récupère la profile picture de son ID et là, je télécharge. Et je récupère je dis où est-ce que je vais le stocker, donc dans le persistant datapath, comme ça c'est sauvegardé dans le disque dur du téléphone. Et bon, s'il n'existe pas, je crée le dossier. Je fais un get file async, qui est vraiment le moment où je télécharge le fichier et je lui dis où le sauvegarder dans le stockage du téléphone, dans le disque dur du téléphone. Et là, c'est fini, j'ai sauvegardé. Donc en fait, c'est pareil, c'est hyper rapide. Je dis où je veux, enfin où je vais le chercher, où je veux le sauvegarder, et après c'est sauvegardé directement là. Donc ça, c'est pour le contrôleur. Je vais vous montrer du coup visuellement à quoi ça ressemble. Ouais, je vais juste montrer visuellement dans l'appli, je pense. Bah, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne in fine, quoi. Ça marche. Et je finis là-dessus. Donc j'ai mon appli avec les autres dragons qu'on voit. Je peux les passer, je peux les liker, et quand ça les like, ça le met à jour directement dans la base de données. On peut le voir dans mes logs ici. Mais il me dit que j'ai un match qui a été créé dans le Firestore avec l'ID de ce dragon-là. Et là, malheureusement, je vais pas vraiment montrer sur ordinateur, mais en fait, quand je clique dessus, j'ai la version en réalité augmentée qui apparaît, mais je peux le montrer que sur mon téléphone parce que bah, y a pas d'AR sur un MacBook. Mais juste après la présentation, vous viendrez me voir, je vous montrerai sur mon téléphone, on pourra le regarder. Euh, voilà. Et ben, merci beaucoup. Et si vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas à venir me demander. Je vous laisse la main à Vincent. Si vous avez des questions pour Morgane en attendant qu'Alex s'installe, c'est le bon moment. T'as codé ça en combien de temps? Il m'a fallu une semaine de travail, temps plein à peu près, un petit peu moins. Mais du coup, il y a vraiment beaucoup plus de fonctionnalités et il y a toute la partie AR et Meshi 3D que je pourrais montrer sur mon téléphone, quoi. On peut télécharger ou pas? Oui, et c'est tout sur GitHub en public. Je peux vous mettre le lien directement. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez télécharger et regarder le sample.
Moi, ce que je retiendrai en tout cas sur cette démo que j'ai préparée, on s'est fait très longtemps que j'utilise Firebase, mais en préparant cette démo, le point qui m'a plus marqué, parce que je connaissais déjà très bien Firebase, donc j'avais pas forcément besoin d'être marqué par ça, mais le point qui m'a marqué, c'est que Unity Services fait presque à 99% pareil. Et donc, vous avez tout intégré dans Unity si vous voulez maintenant. Il faut juste vérifier les points qui sont pas exactement les mêmes et vérifier ce que vous avez vraiment besoin, mais a priori, tout ce que je vous ai montré là, vous pouvez le faire aussi facilement avec les Unity Services. On l'applaudit. Merci Morgane pour cette présentation très intéressante.